On va démarrer. Pierre, c'est d'accord pour toi? Oui, très bien. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer ce webinaire, je vous informe que ce webinaire est enregistré et qui sera diffusé sur des plateformes et notamment notre site internet. Donc, si jamais vous tenez à votre droit à l'image, je vous invite à couper votre caméra. Je vous invite à couper votre micro aussi le temps des présentations. Et puis, nous avons la chance d'avoir Lise avec nous aujourd'hui qui va pouvoir réguler les questions et les réponses. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire, on sera à l'écoute. Et pour finir, utilisez votre clavier pour poser toutes vos questions et on centralisera les questions à des moments donnés dans le webinaire. C'est un webinaire qui va durer une petite heure en fonction des échanges. C'est le premier d'une série de 5 webinaires qu'on organise au sein de l'ALEC et avec différents expertes et experts du climat en général et de l'adaptation au changement climatique notamment. Le premier, c'est donc comprendre le scénario. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Pierre Darentière de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Pierre, est-ce que c'est OK si tu te présentes? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je travaille à l'OEB, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est un service public breton financé par tout un tas d'acteurs publics régionaux, mais aussi des collectivités qui sont membres. Et on assure la diffusion de données et d'informations en lien avec l'état de l'environnement en Bretagne, donc sur la biodiversité, l'eau, l'énergie, etc. Et moi, je travaille sur l'adaptation au changement climatique. Et le but de ma mission, c'est d'aider les territoires à s'adapter à ce qui va se passer en Bretagne avec le changement climatique. Et donc, on a par exemple sorti récemment une publication qui s'appelle Les chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne, qui donne un aperçu de ce qu'on va connaître par la suite, que je vais vous présenter en fin de webinaire. Parfait, merci. Pour ce qui est de mon poste à moi, je travaille au sein de l'Agence locale de l'énergie du climat des Vallons de Vilaine. Donc, je m'appelle Emmanuelle Viard. On travaille autour de la maîtrise de l'énergie, la promotion des énergies renouvelables. On travaille autour de la rénovation énergétique, notamment avec les espaces France Rénov'. Nous sommes appui local du plan climat air énergie territoire. Et nous travaillons la thématique de l'adaptation au changement climatique depuis mon arrivée en octobre dernier, pour accompagner aussi à l'échelle locale notre territoire euh, pour s'adapter. Au sein de l'équipe de l'ALEC, donc on a les différentes missions que je viens de vous proposer. On est 11 salariés sur donc différents pôles que vous pouvez retrouver sous vos yeux. Et donc, nous sommes sur 2 communautés de communes, Vallon de Haute-Bretagne Communauté et Bretagne Porte de Loire Communauté. Nous avons 38 communes et à peu près 80 000 habitants. Alors, pour ce qui est du sujet climat, vous n'êtes pas sans savoir que les choses évoluent, le climat s'emballe. On a régulièrement dans la presse des articles et autour de nous des aléas qui s'intensifient, qui sont de plus en plus récurrents, de plus en plus intenses. Voilà, c'est pour vous faire un petit état des lieux et qui ont touché, nous aussi, notre territoire en début d'année notamment. Et pour agir autour de cela, la France a décidé depuis 2006 de mettre en place différentes stratégies, différents plans. Notamment, on a commencé à parler adaptation en 2006 avec la première stratégie d'adaptation au changement climatique. En 2011 est né le premier PNAC, Plan national d'adaptation au changement climatique, suite au Grenelle de l'environnement. Le principe d'un PNAC, c'est un cadre stratégique pour s'adapter. Et donc, lui, il était calé sur une hausse de température de 1 degré à 2 degrés en 2100. Et par la base, c'est l'ère pré-industrielle. En 2018 est né le PNAC 2, adopté suite à la COP21. Et lui, il est calé sur une hausse de la température de plus de 2 degrés en 2100.
En 2023, a vu le jour la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est la trajectoire de référence, c'est un scénario qui est choisi par la France pour préparer l'adaptation. Et c'est de cette trajectoire qu'est né le dernier PNAC. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il est assez récent. On a commencé à en entendre vraiment parler à l'automne dernier. Il est calé sur une hausse de la température mondiale de 3 degrés en 2100, pareil, toujours par rapport à la même base, et 4 degrés en France. Et c'est pour ça que du coup, ce PNAC, alors là, c'est la traque, pardon. Donc la traque, voilà, c'est l'augmentation de la température, soit à l'échelle mondiale, soit en France. Vous pouvez voir, là, on est déjà à plus 1,7. Et on se projette à 4 degrés en 2100. Et le PNAC, du coup, c'est le cadre stratégique officiel. Il définit les priorités et les objectifs et les actions concrètes par secteur, en fait. Il y a le secteur de l'agriculture, de la santé, de l'urbanisme, la biodiversité, etc., etc. Il est un peu plus opérationnel que les versions précédentes et il définit aussi des indicateurs d'évaluation, notamment. Et pour ce qui est des 5 axes, le premier axe, c'est protéger la population, assurer la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels, adapter les activités humaines, protéger notre patrimoine naturel et culturel et mobiliser les forces vives de la nation. Je vais laisser la parole maintenant à Pierre, du coup, suite à cette courte introduction. Et tu vas pouvoir reprendre la main. Hop. Si ça fonctionne, normalement, tu peux me... Oups. On voit bien là, ouais. C'est bon? Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Ok, parfait. Donc ma présentation va se dérouler en deux grandes parties. La première partie, ça va être l'idée de vous expliquer les données climatiques, à quoi elles servent et comment elles sont utiles pour décrire le changement climatique que vous allez vivre sur vos territoires. Une deuxième partie qui sera vraiment sur le changement climatique en Bretagne et ce qui va se passer dans les grandes lignes. Et après, enfin, je vous présenterai un outil qui s'appelle Mon territoire sous plus 4 degrés, qui permet d'avoir ces résultats pour vos territoires, vos communes ou vos deux EPCI. On va commencer par revenir un peu sur les concepts de météo et de changement climatique, qu'on peut souvent confondre. Il faut savoir que donc, la météo, c'est le temps qui fait un jour donné, pour le vulgariser comme ça. Donc l'été dernier, à Rostronin, il a fait 16 degrés le 15 août, etc. L'été d'avant, ou en 2011 par exemple, il faisait 16,5 degrés. Ça, c'est de la météo. On arrive à savoir ce qui s'est passé parce qu'on a enregistré via des stations ce qui s'est passé, etc. Donc la météo, c'est le temps qu'on a un jour donné. Et ensuite, si on s'intéresse au temps qu'il est normal d'avoir sur le temps long, là, on va parler de climat. Donc par exemple, à Rostronin, il est normal d'avoir 15,6 degrés en moyenne l'été. Il n'est pas du tout normal d'avoir 30 degrés en moyenne l'été. Et donc on sait que le climat moyen de Rostronin en été, il va être caractérisé par une température moyenne de 15,6 degrés. C'est pas pour autant qu'on va pas avoir des jours où la météo varie autour de ce climat. On va avoir 20-25 degrés de température moyenne. Mais par contre, on sait que la moyenne reste 15,6 degrés. Donc le climat, il est forcément décrit par des statistiques de long terme. On ne s'intéresse pas à 5 ou 10 ans de données, on s'intéresse vraiment à 20 ou 30 ans de données pour pouvoir décrire un climat. Donc typiquement, si on s'intéresse au climat breton, donc sur la période des années 90, entre 1976 et 2005, on voit qu'une de ces caractéristiques, par exemple, c'est de subir des sécheresses des sols, surtout l'été et l'automne, que c'est l'est, le sud-est de la Bretagne, donc vous typiquement, qui êtes plus concerné par les sécheresses des sols que le Nord Finistère ou les Monts d'Arrée. Le climat actuel, on peut aussi le décrire avec un grand gradient de précipitation, pardon, entre octobre et mars, donc sur la période dite de haute eau. Donc il pleut beaucoup plus, quasiment 2 fois plus dans les monts d'Arrée que sur le bassin rennais, etc. Et avec des précipitations qui sont réparties en majorité en hiver et en automne, et qui sont bien plus minoritaires en été. Donc là, on décrit le climat normal, habituel de la Bretagne sur la période qu'on dit de référence, donc des années 76-2005.
Maintenant, si ce climat normal, si la probabilité d'avoir les différentes météos change, donc en été, en fait, maintenant, à Rostronin, si on s'intéresse aux années 91-2020, on a plutôt en moyenne 16,5 degrés l'été. Si les normales changent, si les probabilités d'avoir les différentes météos changent, alors en fait, c'est que le climat a changé. Et donc pour ça, on compare deux statistiques de long terme. On a regardé la température moyenne sur une période ancienne, donc 61-90. On avait 15,6 degrés en moyenne l'été sur ces 30 ans. On a regardé ensuite sur la période 91-2020, on a 16,5 degrés. On applique ensuite un test statistique qui nous dit s'il y a bien une différence significative entre les deux. Et là, elle est assez flagrante. On voit que en fait, le climat a changé. Aujourd'hui, il est plus du tout normal d'avoir 15,6 degrés l'été. Il est très normal d'avoir plutôt 16,5 degrés l'été. Et on a des températures moyennes, on a beaucoup moins d'été plus frais, donc autour de 14 degrés. Donc un changement climatique, c'est la météo qu'il est normal d'avoir, ou plus ou moins probable d'avoir, change durablement sur le temps long. Voilà. Maintenant, ça c'est ce qu'on parle, donc on parle de changement climatique, mais qu'est-ce que c'est le changement climatique qu'on vit actuellement? Il faut savoir que le climat a déjà une variabilité d'une année sur l'autre, comme je vous l'ai dit, donc la météo change d'une année sur l'autre, mais même sur le temps long, on peut avoir des petits cycles de plusieurs dizaines d'années, voire plus long, en fonction de certains paramètres, notamment la modification du rayonnement solaire qui arrive sur la Terre. Donc là, je vous ai mis depuis les années 1750 des variations du forçage radiatif, c'est-à-dire de l'énergie qui arrive issue du Soleil sur la Terre, associée à des cycles liés au Soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce réchauffement-là, ces variations dans l'énergie reçue par la Terre-là, elle est très mineure comparée aux variations qui sont induites par les émissions de gaz à effet de serre, que je viens d'afficher là à l'écran. Donc GHG, c'est gaz à effet de serre. Voilà, donc ils viennent complètement rendre mineures les variations associées aux petits cycles qu'on voit sur les radiations solaires. Donc le réchauffement qu'on vit actuellement, il est inédit depuis au moins 100 000 ans, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'agriculture. La Terre a connu aucune température moyenne aussi élevée. Voilà. Donc quand on parle de changement climatique, c'est vraiment un changement qui est sans commune mesure avec ce que l'humanité a connu depuis qu'elle a au moins commencé l'agriculture, et qui est très majoritairement issu des gaz à effet de serre. Il y a quelques effets refroidissants aussi dans le climat, des éruptions par exemple, très particulièrement, et qui libèrent des aérosols qui vont bloquer en partie l'effet de serre et les rayonnements incidents, qui compensent certaines années, mais on voit bien que la tendance générale elle est à l'augmentation de l'énergie qui arrive sur Terre, parce que les gaz à effet de serre augmentent et donc les rayonnements rebondissent. Voilà. Donc si maintenant on regarde le réchauffement actuel, donc il y a eu à peu près 1,2 degré sur Terre en 2024 par rapport à la période pré-industrielle, donc la fin du 19e siècle, et ben quasiment 100% de ces 1,2 degrés sont expliqués par la hausse des gaz à effet de serre humaine, comme ce que je viens de vous montrer. Et ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas une compensation par certaines de nos autres émissions qui ont des effets refroidissants. Voilà. Donc il faut vraiment savoir que quand on parle du changement climatique qu'on vit actuel, sa caractéristique, c'est d'être dû massivement et uniquement aux émissions de gaz à effet de serre humaines. Maintenant, comment on agit face à ça? Il y a deux manières qui sont forcément à utiliser de manière complémentaire parce qu'elles n'agissent pas aux mêmes endroits ni sur les mêmes problématiques. La première, c'est de tenter de réduire l'ampleur du changement climatique pour que la Terre atteigne des degrés de réchauffement le plus faible possible. Ça s'appelle l'atténuation du changement climatique. Donc son objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos territoires pour réduire le changement climatique global, c'est-à-dire l'augmentation de la température sur Terre, qui va avoir des impacts chez nous, en Bretagne, dans les vallons de Vilaine, mais aussi dans les autres pays du monde. Ça, c'est l'atténuation du changement climatique. Elle nous permet d'éviter une situation qui sera complètement ingérable. Si on arrive à plus on augmente dans les degrés de réchauffement, plus la situation est impactante et plus on arrive vers des situations ingérables. Ça, c'est l'atténuation. L'adaptation, l'idée, c'est de gérer ce qui est pour l'instant inévitable, parce que le changement climatique a déjà commencé, on est déjà à un plus 1,2 degré, c'est déjà beaucoup, il y a déjà beaucoup d'impacts associés qui sont visibles. Et donc, il faut déjà s'adapter à ça et s'adapter à une partie du réchauffement futur qui est déjà assez inéluctable, parce que
soit on va avoir des phénomènes avec beaucoup d'inertie, comme la montée du niveau de la mer, où il faut énormément de temps avant que la dynamique se casse, et voire même les gaz à effet de serre qui ont plusieurs dizaines d'années de temps de rétention dans l'atmosphère, et donc les émissions passées vont continuer d'avoir un effet. Voilà, donc d'un côté, on réduit nos émissions pour être sûr de sécuriser le futur, et de l'autre, on s'adapte à une partie du réchauffement qui est désormais inéluctable. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets d'adaptation, l'atténuation, la différence, le climat, la météo, etc. Ça peut être des remarques, hein. Ou des remarques, hein. En tout cas, n'hésitez pas même à m'interrompre par la suite, il n'y a vraiment aucun souci. Ah, parfait. Donc voilà, donc notre type d'action. Et maintenant, si on veut agir pour s'adapter au changement climatique, on a besoin de savoir plus précisément ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans le futur. Et donc pour ça, on a besoin de données climatiques, dont on va parler maintenant, qui sont essentiellement de deux grands types. Soit on étudie le passé, et dans ces cas-là, on parle d'observations. Ces observations, elles sont issues d'enregistrements sur des stations météo qui sont plus ou moins anciennes. Elles peuvent aussi être ensuite remodélisées pour avoir des cartes plus homogènes, comme les cartes que je vous ai montrées du climat breton. Et enfin, sinon, on a des projections, quand on s'intéresse au futur, qui sont issues de modèles de simulation. Donc quand on parle du climat futur, on ne parle pas de prédiction, comme c'est le cas pour les marées, ni de prévision, comme c'est le cas pour la météo, on parle de projections, qui sont faites à très long terme, donc des horizons comme 2050, 2100, et qui sont de fait beaucoup plus incertaines. Voilà, donc il y a une petite problématique de terminologie. Donc deux types de données pour étudier le changement climatique. Soit on regarde le passé et ce qui s'est déjà passé, par exemple le réchauffement à Rostronin que je vous montrais, et on parle d'observation. Soit on s'intéresse au futur, et dans ces cas-là, du coup, on va parler de projection climatique. Hop. Alors je vous fais une très rapide histoire des données climatiques. J'ai mis dans les slides le détail. Si jamais ça vous intéresse d'y retourner, moi je vais passer rapidement sur les grandes lignes, mais pour voir comment on en est arrivé aux données qu'on a actuellement. À la base, l'étude de la météo, elle est vraiment issue au 19e siècle de problématiques de guerre ou de marine avec des tempêtes pas anticipées qui ont causé des dommages à des flottes, etc. Et tout ça s'est poursuivi donc même pendant la Seconde Guerre mondiale, où la météo et l'acquisition de données pour l'aviation notamment étaient, mais également pour la marine, hein, au cœur de l'effort de guerre, et ont suscité d'énormes investissements. Mais à ce stade, on garde quand même des études sur le climat mondial qui sont relativement absentes, parce que chaque service météo, chaque pays, chaque scientifique a son approche, et les données qui restent majoritairement traitées à la main. Donc il n'y a pas de cohérence mondiale des données qui permettrait d'étudier le climat sur Terre, le changement climatique, etc. Et surtout, on n'a pas les capacités pour traiter un tel volume de données. Donc des données très hétérogènes, peu standardisées. Et dans les années 50, avec l'arrivée de l'ordinateur et l'arrivée d'une organisation météorologique mondiale, l'OMM, dérivée d'une autre institution, on commence à avoir les moyens à la fois de commencer un peu à standardiser et aussi de traiter les données via l'informatique. Mais on garde cette problématique quand même que entre pays, les données ne sont pas très compatibles, les scientifiques ont plein d'approches différentes, etc. Mais l'apparition de l'ordinateur permet quand même de commencer à modéliser vraiment le climat sur Terre dans son ensemble, mais de manière pour l'instant encore inconsistante selon les études. Dans les années 90, donc en 1998, arrive le GIEC, donc le Groupement intergouvernemental d'études du climat. Son objectif, c'est vraiment de favoriser l'utilisation de mêmes concepts au sein de la communauté climatologique mondiale, et aussi de techniques communes. Donc une forme de normalisation de l'activité scientifique sur ce sujet-là, tout en conservant aussi les différentes façons de voir, et en comparant les modèles entre eux, et en regroupant les différents avis sur ces modèles. Donc il y a des projets qui s'appellent les projets CMIP, qui sont des projets de comparaison des modèles entre eux pour voir ce que chaque organisme météo a développé, et voilà. Avec toujours cette logique qu'on considère qu'aucun modèle va être plus vrai qu'un autre, et qu'on essaye plutôt d'approcher les différentes modélisations dans leurs ensembles, on va le voir ensuite. Donc avec l'arrivée du GIEC en 98, et maintenant jusqu'à son 6e rapport qui est sorti de 2021 à 2023,
on a eu une énorme amélioration de la production de connaissances sur le changement climatique et également une augmentation drastique du nombre de publications sur le sujet. Entre le deuxième et le dernier rapport du GIEC, il y a quasiment 400 fois plus d'études qui ont été publiées. Donc le GIEC a aussi entraîné une montée en puissance de la thématique du changement climatique et une forte abondance d'études. Voilà pour le GIEC. Je voulais faire un petit point sur le fait qu'on ne pouvait pas étudier le changement climatique ou le climat sans passer par la modélisation. La Terre, ça ne s'étudie pas en laboratoire. C'est consisté de quatre grands. Le climat sur Terre, pardon, est composé de 5 grands domaines: l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, donc la glace et la neige, la surface du sol et son albédo, sa capacité à renvoyer les radiations solaires ou pas, et la biosphère. Et tout ça, c'est trop grand pour être étudié en laboratoire. Donc forcément, on tire nos connaissances de modélisation qu'on fait de ce système-là et des interactions entre les différents systèmes climatiques. Je vais revenir un peu maintenant sur le deuxième type de données dont j'ai parlé tout à l'heure, les modèles de simulation, qui vont être ceux qui vont nous permettre de projeter le climat futur. C'est des modèles qui sont basés sur des maths, de la physique théorique, et qui ont été vraiment possibles qu'avec l'apparition de l'ordinateur. Ils sont utilisés dans différents domaines. Ils sont déjà utilisés pour la simulation du système climatique actuel, son évolution dans le futur en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour la prévision météo. Et je vous ai mis quelques exemples d'utilisation de ces modèles-là qu'on pourrait qualifier de planète B numérique. C'est une équipe de recherche, un organisme météo, qui pose un certain nombre d'hypothèses sur le fonctionnement du climat sur Terre, les interactions entre ces différents éléments. Et donc ça nous fait une planète B numérique qui tourne sur des serveurs, etc. Et donc, comme on a plusieurs instituts dans le monde qui travaillent sur ce sujet-là, ben, on a un certain nombre de planètes B numériques qui modélisent, avec des subtilités différentes, le climat sur Terre. On peut les utiliser, par exemple, pour voir, tiens, on prend la Terre et on regarde ce qui se passe si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc on prend la planète B, on injecte un doublement de la concentration de CO2 et du coup de l'effet de serre induit par ça, et on regarde ce qui se passe. On pourrait voir, aussi étudier, par exemple, si on faisait tourner une planète B en considérant que les émissions de gaz à effet de serre humaines n'ont pas du tout évolué, est-ce que la sécheresse de 2022 aurait été possible, par exemple? Ou l'inverse, enfin voilà. Ou alors on pourrait regarder en Bretagne en 2100, si on fait un scénario de gaz à effet de serre très fort, quelle sera la température maximale l'été? Bref, on peut faire beaucoup de choses avec ces modèles-là et ils sont très très utiles et ils sont au cœur de l'action d'adaptation au changement climatique parce que c'est eux qui nous permettent de prévoir ce qu'on va subir dans le futur. Ça, c'est les modèles climatiques. Et comment est-ce qu'on fait une projection climatique? Eh ben, on prend une de nos planètes B, un modèle climatique, et on l'alimente avec un scénario d'émissions de gaz à effet de serre et du coup d'énergie que va recevoir la Terre. Et en fonction de l'énergie que va recevoir la Terre, les différentes modélisations vont réagir différemment et donc donner des projections climatiques différentes. Donc, selon les hypothèses de chaque chercheur, chaque modèle réagit différemment à une augmentation de l'énergie reçue par la Terre. Et donc, on passe d'un ensemble de modèles climatiques à un ensemble de projections climatiques qui nous décrivent l'évolution des températures, des précipitations sur Terre. Maintenant, souvent, il y en a beaucoup, des projections climatiques. Donc nous, dans nos travaux, on en a entre 17 et 119 selon les domaines. Et donc il faut réussir à les décrire. Si là, je vous fais une présentation où j'ai décrit une par une, les 119, c'est anti-pédagogique et du coup, on utilise une représentation par intervalle de confiance qui nous permet de décrire l'enveloppe des changements climatiques futurs possibles. Donc, je vous ai mis l'exemple du nombre de journées chaudes en Bretagne dans une France à plus 4 degrés. Donc là, on a 17 modèles qui ont tourné derrière, et l'intervalle de confiance, c'est on aura plus 25 à plus 54 journées chaudes. C'est les journées où il fait plus de 25 degrés. Donc on commence déjà à avoir bien chaud, y compris dans les bureaux, etc. Quand je vous donne juste deux chiffres, donc plus 25 à plus 54, ça c'est l'intervalle de confiance qui contient 90% de nos modèles. Le plus 40, là c'est la valeur du milieu, c'est la médiane. Donc ça découpe l'ensemble des modèles en deux parties, et il y en a 50% qui disent plus, 50% qui disent moins. Voilà, donc pour projeter les futurs possibles, on est un peu obligé de passer par des manières de réduire l'information, mais tout en décrivant l'ensemble des possibilités, et souvent ça passe par les intervalles de confiance que vous allez voir tout à l'heure, enfin, même maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet des données climatiques?
N'hésitez pas hein, s'il y a des choses à éclaircir, si ça vous évoque des choses. Bon, j'enchaîne, mais encore une fois, Ouais. interrompez-moi si besoin. On va passer maintenant à une deuxième partie, qui est, finalement, là, je vous ai expliqué comment on étudiait, le changement climatique et là, je vais vous montrer les résultats de toutes ces simulations, pour la Bretagne. Donc ça, c'est dans le cadre d'une publication qu'on a sortie le 22 mai, il y a 2 semaines, qui s'appelle «Les chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne». Hop. C'est une publication qui a été vraiment construite sur la base des besoins des territoires quand ils ont à faire un diagnostic de vulnérabilité, au changement climatique. Donc quand ils cherchent à s'adapter, quand vous allez chercher à avoir des stratégies d'adaptation, on a d'abord envie de savoir la première étape, disons, de ce diagnostic de vulnérabilité, c'est d'aller voir, à quel point le climat va nous impacter en termes d'extrêmes et d'événements climatiques. Donc au sens des températures, des fortes chaleurs, des sécheresses, des feux, et cetera. Donc le périmètre de ce travail, c'est vraiment de décrire l'évolution du climat, température, précipitation, des extrêmes, records de température, et cetera, et des aléas climatiques associés, donc les inondations, les feux, et cetera. Le début de la publication, que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site, il décrit vraiment l'atténuation, l'adaptation, et où se situe, la Bretagne dans le changement climatique, global. Donc c'est beaucoup de chiffres, de contexte, et cetera. Ensuite, on a une partie méthodologique qui, revient sur ce que je vous ai expliqué là, à savoir, nos intervalles de confiance, les modélisations du climat futur, et cetera. On réexplique aussi la TRAC, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, issue du PNAC 3 qu'a présenté Emmanuel juste avant. Ensuite, on a une sorte de double page un peu poster qui présente le climat breton historique, de manière plus exhaustive que ce que j'ai pu vous faire. On décrit le climat breton des années 90 avec ce gradient, précipitation est-ouest, et cetera. Et enfin, les 2 tiers de la publication, c'est vraiment une présentation, des événements extrêmes, de l'évolution du climat, moyen et des aléas climatiques sur les territoires. On s'est intéressé à plusieurs degrés de réchauffement. La TRAC donc demande de s'adapter à 3 types de degrés de réchauffement avec 3 échéances. Nous, on s'est donc à 2 degrés, 2,7 degrés, 4 degrés. Nous, on s'est, je vais m'intéresser dans cette présentation vraiment au plus 4 degrés en France, qui est l'horizon 2100, pour pas vous perdre. Et donc ça correspond à un réchauffement sur Terre de plus 3 degrés. Pourquoi il y a une différence de 1 degré? C'est parce que les continents se réchauffent plus vite que la mer, que les océans et donc de fait, en France, le réchauffement est plus fort, sera plus fort et est déjà plus fort que sur la moyenne mondiale. Actuellement, donc la Terre s'est réchauffée de 1,2 degré et la France de 1,9. Donc maintenant, je vais vraiment vous décrire ce que sera une Bretagne dans une France à plus 4 degrés. On va rencontrer 2 types d'indicateurs pendant cette présentation. Les premiers, c'est les indicateurs de climat moyen. Quand je vous parlais tout à l'heure de la température moyenne à Rostronien, c'est typiquement un indicateur de climat moyen. Moi, je parlais de 15,6, 16,5. C'est des indicateurs qui ont l'air assez rassurants de prime abord, mais en fait, il faut se dire qu'ils décrivent vraiment la situation courante ou typique du climat en Bretagne. C'est-à-dire que quasiment tous les ans, en moyenne, on rencontrerait cette situation. Donc ça ne va pas confondre avec les indicateurs extrêmes qui, eux, là, souvent, sont plus choquants, font plus peur de fait, parce qu'ils décrivent les situations plus rares, mais beaucoup plus extrêmes, du climat futur. Donc 2 types d'indicateurs, les moyennes et les extrêmes, et quand je préciserai rien, c'est qu'on parle de moyenne, de situation typique, et quand je préciserai extrême, c'est qu'on parle vraiment d'extrême climatique. Alors, donc là, je vous représente donc l'évolution des températures, moyennes en Bretagne de différentes manières. On va s'intéresser d'abord au nombre de journées chaudes qu'on a déjà vu dans l'exemple sur les futurs possibles, là, avec l'intervalle de confiance. Là, c'est le même intervalle de confiance, mais représenté sous forme cartographique, que vous allez retrouver tout au long de la présentation, mais aussi dans la publication. Donc même principe, la carte de gauche, elle représente la situation actuelle en Bretagne. On a en moyenne 17 journées chaudes par an, enfin actuelle, sur la période des années 90, donc 76-2005. Dans une France à plus 4 degrés, on va avoir 40 jours supplémentaires tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, on aura presque un mois et demi en plus, un mois et 10 jours en plus, en moyenne, de journées chaudes, où il fait plus de 25 degrés. Et l'intervalle de confiance, comme on l'a vu, c'est de plus 25 à plus 54 jours. Voilà, donc ça, c'est vraiment, il faut se dire, ça paraît pas beaucoup comme ça à plus 40 jours, mais en fait, c'est tous les ans, on va avoir ça en plus. Et ça se traduit avec une forte augmentation des besoins en refroidissement et surtout donc en confort d'été des bâtiments,
en conformité des bâtiments, donc 4,5 fois plus de besoins en confort thermique l'été. Au regard de ce climat-là, 2022 serait une année anormalement fraîche. Voilà, ça peut donc en gros tous les ans, on aurait des années plus chaudes que 2022 en moyenne. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on aurait des années plus fraîches, mais voilà, c'est la situation courante, ce serait pire que 2022. Et enfin, donc la hausse des températures associée à d'autres phénomènes qu'on va voir après conduit aussi à une hausse des conditions météo favorables aux feux de forêt, donc avec plus 25 jours par an, et là on en a déjà 12 sur la période 76-2005. Maintenant, on va s'intéresser rapidement aux températures extrêmes. Donc là, on s'intéresse vraiment donc, aux situations qui arrivent très peu souvent. Le record de température, donc qui arriverait qu'un jour tous les 20 ans dans le futur, c'est de 46 degrés en Bretagne, si on regarde la médiane des modèles. Donc la majorité disent que ça sera plus que 46 degrés. Et si on s'intéresse au modèle pessimiste, donc la borne haute de l'intervalle de confiance, c'est 51 degrés, le record que la Bretagne pourrait connaître. En termes de vagues de chaleur, il faut savoir que la pire vague de chaleur simulée, enfin la pire vague de chaleur, pardon, entre 2003 et 2022, donc c'était 2003, elle a duré 16 jours. La pire vague de chaleur simulée par les modèles dans une France à plus 4 degrés, elle dure 2 mois. Et surtout, on pourrait avoir, donc les vagues de chaleur sont plus longues, mais surtout beaucoup plus fréquentes. Sur la période 2003-2022, on a connu 21 vagues de chaleur, donc en 20 ans. Sur une même période de 20 ans, donc, mais dans le climat futur, dans une France à plus 4 degrés, on aurait jusqu'à 57, voire 83 vagues de chaleur selon les projections pessimistes. Et enfin, les vagues de chaleur vont aussi plus s'enchaîner au sein d'une même année. On avait au maximum entre 2003 et 2022 3 vagues de chaleur par an, la pire année où il y a eu donc le plus de vagues de chaleur. On pourrait aller jusqu'à 6 voire 8 vagues de chaleur par an selon les projections pessimistes. Donc cette hausse des températures, elle est combinée avec une baisse des précipitations en été de 26%. Là, ça va avoir différentes conséquences. Donc déjà, la baisse des précipitations en été, elle va conduire à des périodes plus longues sans aucune précipitation en Bretagne, donc avec jusqu'à une semaine en plus pour les périodes consécutives sans aucune précipitation. Il faut savoir qu'en Bretagne, on est particulièrement vulnérable face à l'absence prolongée de précipitations parce que nos sols retiennent peu l'eau. On a peu de nappes, donc on est très dépendant de ce qui tombe comme pluie pour assurer l'approvisionnement, notamment en eau potable, pour les mois qui suivent. Voilà, donc on a cette baisse des précipitations estivales, allongement des périodes sans pluie, et l'augmentation de la température va conduire à une augmentation de 18% de l'évapotranspiration, donc de l'évaporation de l'eau par les sols et les plantes, en moyenne sur l'année. Tout ça va avoir deux conséquences sur nos sols. D'abord, une augmentation de l'intensité des sécheresses des sols, c'est-à-dire quand la sécheresse des sols va être bien plus drastique, 50% en plus en gros, maintenant qu'avant. Mais aussi, on va allonger la période pendant laquelle les sols sont secs. Sur la période de 67-2005, en moyenne en Bretagne, on avait 125 jours avec sol sec, et cette période va s'allonger d'un mois dans le futur, avec un intervalle de confiance donc, qui va entre 12 jours et 49 jours. Donc là, tous les modèles sont d'accord pour dire que cette période va s'allonger d'au moins 12 jours. Sachant que là, on voit bien que ça s'allonge, que les plus longues périodes avec sol sec seront dans la zone des Vallons de Vilaine, donc du sud-est de la Bretagne. En ce qui concerne les sécheresses hydrologiques, qui sont la conséquence donc, de l'absence de pluie, de la baisse des prix en été et des sécheresses des sols, on va avoir une baisse de 37% de débit des cours d'eau en fin d'été. Donc là, comme les indicateurs de la slide précédente, c'est des situations qu'on va rencontrer tous les ans. En moyenne, tous les ans, on va rencontrer des débits, enfin les débits en fin d'été des cours d'eau bretons seront 37% plus faibles. Donc les années extrêmes, ce sera bien pire. On va avoir donc une période d'étiage des cours d'eau, donc pendant laquelle le niveau du cours d'eau est au plus bas, qui va s'allonger d'un mois, et on va avoir des événements de sécheresse des nappes qui vont augmenter de 43%. Si je vous donne un exemple concret sur la Vilaine, si on s'intéresse aux sécheresses hydrologiques, donc, comme celle qu'a connue la Vilaine en 1989, donc qui était légèrement pire que celle de 2022, si on regarde combien on en avait tous les 20 ans, à peu près les événements de ce type entre 1976 et 2005, on en avait une fois. Dans une France à plus 4 degrés, on en aurait jusqu'à 3 fois tous les 20 ans avec les projections les plus optimistes, pardon, et jusqu'à 11 fois tous les 20 ans avec les projections les plus pessimistes. Enfin, donc là on a parlé des précipitations en été et des sécheresses. En termes de précipitations en hiver, on va avoir une augmentation d'à peu près 14%, mais entre -6 et +39%,
tous les modèles ne sont pas d'accord là-dessus. On a quand même une écrasante majorité de modèles qui sont d'accord pour dire qu'on aura plus de pluie en hiver. Et donc cette pluie en hiver va se conduire avec, on va voir par la suite, à une augmentation des débits de crue. Mais si on s'intéresse maintenant aux pluies extrêmes, donc qui arrivent qu'en moyenne un jour tous les 3 ans, pareil, là, tous les modèles sont 100% d'accord pour dire qu'on va avoir une augmentation de leur intensité, donc dans l'intensité des épisodes de pluie extrêmes, qui va tomber plus en une journée dans le futur que ce qui tombait maintenant pour ces épisodes de pluie. Et cette augmentation, pareil, l'ampleur reste incertaine, donc on va entre plus 9 et plus 44% d'augmentation, mais on est sûr que les épisodes de pluie extrêmes seront plus importants dans le futur. Ces conditions donc d'augmentation des pluies extrêmes, mais d'augmentation aussi des pluies en hiver, va conduire à une augmentation des débits de crue, mais qui reste très incertaine. Donc la majorité des modèles nous montrent qu'on aura une augmentation, mais on voit bien que l'intervalle de confiance varie de -9 à plus 73%. Donc on est face à une forte incertitude sur l'évolution des débits de crue dans le futur. Même si on sait qu'on s'attend a priori à une augmentation, c'est dur de dire précisément quelle sera son ampleur. Pour les territoires littoraux, la montée du niveau de la mer va conduire à une augmentation des épisodes d'inondations fluvio-maritimes, donc avec une crue dont l'écoulement est freiné à l'embouchure par une forte marée, par exemple. Donc le niveau de la mer sera plus haut, ces phénomènes vont mécaniquement augmenter. Voilà. Et en ce qui concerne les événements humides de nappe, donc les événements où les nappes sont anormalement humides, là on n'a pas trouvé de tendance. A priori, il y a une incertitude sur ce qui pourrait se passer sur ce sujet. Enfin, dernière slide, un peu pour parler du littoral, même si ça ne vous concerne pas directement. Il faut savoir qu'en Bretagne, le niveau de la mer est assez homogène sur tout le littoral. On s'attend à une augmentation de plus 36 à plus 69 cm dans une France à plus 4 degrés en se comparant par rapport à aujourd'hui. Donc au 2020, c'est les dernières observations en date. Mais qu'on ne voit pas de tendance à l'évolution soit du nombre, soit de l'intensité des tempêtes en Bretagne. En revanche, avec une mer plus haute, les tempêtes vont être plus impactantes. Et donc on s'attend à 10 à 100 fois plus de fréquence de submersion si la mer atteint une élévation supplémentaire de 60 cm. On a deux autres phénomènes qui vont se poursuivre, donc l'acidification de l'océan et la montée de la température de l'océan, notamment donc de l'Atlantique Nord. Si maintenant vous voulez aussi avoir ce constat déprimant pour vos territoires et donc pour chez vous, je vous propose de vous montrer rapidement l'outil Mon territoire sous plus 4 degrés. C'est un outil qui permet de choisir son territoire. Donc il y a les communes, les EPCI, départements, régions, le SAGE ou des réserves naturelles. Et ensuite, vous sélectionnez un des horizons de la traque, donc plus 2, plus 2,7, plus 4 degrés, et ça génère une liste d'indicateurs et une infographie interactive, je vais vous montrer rapidement. Hop, qui décrit le changement climatique futur sur votre territoire. Est-ce que vous voyez bien là? Et on voit bien. Donc là, j'ai pris par exemple Bain de Bretagne. On peut choisir plus 4 degrés. Donc l'outil se met à jour automatiquement. Donc l'outil, c'est Mon territoire sur plus 4 degrés. Et donc vous allez avoir au départ une petite description du climat des années 90, donc du climat moyen. Je pense Et que tu n'as ensuite, pas mis bain de Bretagne. Je pense que c'est marqué Bretagne. ah oui, mince, il a Je pense rechargé. que c'est encore plus large que large. Hop. C'est ça, Merci. pas de souci. Et donc voilà donc là, le climat de référence. Et ensuite, ça vous présente donc d'abord disons les indicateurs climatologiques classiques moyens, donc la température moyenne, etc. Et ensuite, plus ça va, plus on va vers les indicateurs qui correspondent à des thématiques d'impact précis. Donc on commence par les fortes chaleurs. Et ensuite, quand vous cliquez donc là, par exemple, sur les records de température sur 20 ans à Bain de Bretagne, donc le record sur la période de référence, c'était 39 degrés. Dans le futur, la médiane, c'est 43,8 degrés, donc en gros 44 degrés. Et ça pourrait monter, si vous voulez voir l'intervalle de confiance, il faut passer la souris sur le chiffre, jusqu'à 49 degrés, selon les modèles pessimistes, en termes de record de température. Donc vous avez tout un tas d'autres indicateurs sur lesquels je ne vais pas revenir maintenant, mais donc les besoins en refroidissement, pareil, donc plus 244%, donc x 3,5 aussi à peu près comme la moyenne bretonne. Après, vous allez avoir les sécheresses avec la durée des plus longues périodes sans pluie, l'évolution du nombre de jours sans pluie, voilà, tout ce qui est le bilan hydrique, donc l'évolution des précipitations en été, de l'évapotranspiration, la sécheresse des sols, le risque de feu de forêt de lande, et enfin les pluies
extrêmes et les pluies hivernales à la fin. Voilà. Maintenant, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, soit sur l'outil, soit sur la présentation en Bretagne, soit sur la méthodo et les données. N'hésitez pas. La parole est à vous. On peut noter quand même que les projections peuvent être anxiogènes, hein. C'est vraiment l'idée. On s'est dit d'un commun accord avec Pierre qu'on n'allait pas faire un webinaire trop édulcoré, mais qu'on était vraiment sur une prise de conscience des différents scénarios. Et du coup, moi, j'étais assez preneuse quand même de quelque chose de réaliste qui peut effectivement faire peur, mais qui va pousser au passage à l'action, quoi. Mhm. Si vous avez des remarques, voilà, n'hésitez pas. Pas plus de remarques, pas plus de Ah, questions. si, personnellement, j'étais juste surpris sur le nombre de tempêtes, de dire que ça, qu'il n'y a pas de prévision à dire que ça augmentait, alors que, bon, à titre personnel ou professionnel, on constate quand même une augmentation du nombre de tempêtes plus les années passent, ou en tout cas d'événements un peu plus venteux que ce qu'on a pu connaître précédemment. Bah, ouais, nous, on avait eu beaucoup de retours comme ça, et du coup, on a creusé cette question avec Météo France, qui a fait plusieurs études sur le sujet. Et en fait, je suis d'accord que c'est très contre-intuitif, mais c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, en tout cas sur le temps très long, bah, en fait, c'est très très variable d'une année sur l'autre, et on a des périodes avec, c'est comme les inondations, en fait, il y a des périodes où c'est des périodes de retour assez faibles, des événements qui reviennent pas forcément souvent. Donc on peut en avoir plusieurs qui s'enchaînent une année, et après plus les avoir pendant un certain temps, etc. Donc ce qu'on a surtout vu, c'était de la variabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que comme la mer augmente, bah, elles sont d'autant plus marquantes, ces tempêtes, parce que bah, la houle va plus loin, les submersions sont plus fréquentes, etc. Et, ouais. Et après, sur l'évolution du vent, pareil, c'était très dur de voir des tendances. Météo France ne voit pas encore d'évolution significative du vent en Bretagne, mais on a souvent ces ressentis, en tout cas sur les dernières années récentes, de peut-être une modification de l'orientation du sens du vent, de son intensité. Mais nous, c'est des choses des conclusions qu'on n'a pas pu avoir pour l'instant, peut-être faute de temps long, en tout cas pour le vent. Mais sur les tempêtes, c'est là, pour le coup, Météo France est plus catégorique et disent qu'on nous ont vraiment bien dit plusieurs fois, non, il n'y a pas d'augmentation ni de la fréquence, ni de l'intensité. Mais par contre, il y a bien une augmentation des impacts du fait de la montée du niveau de la mer. Merci. Il y a une question sur la conversation sur la réception du diapo. Il peut vous être envoyé sans problème. Je ne veux pas forcément le diffuser systématiquement parce qu'on ne va pas faire des envois si ce n'est pas utilisé. En revanche, je vous mets mon adresse mail et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et en retour, je vous enverrai le diapo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question qui est en train d'être écrite a priori. Mm. N'hésitez pas à ouvrir vos micros aussi, hein, si vous voulez. Ah, merci Quentin. Effectivement, il y a des fascicules de l'évolution du climat. Pour la question sur les périodes de référence, donc de Sébastien, est-ce que c'est possible d'avoir une période de référence plus récente? Et bien là, pour le coup, en fait, ça dépend vraiment du GIEC et des projections qui sont disponibles. Et là, pour l'instant, les modèles sont calibrés et corrigés par rapport à la période 76-2005. Donc là, c'est une problématique purement technique. On ne peut pas avoir une période de référence plus récente, et ce serait probablement aussi un peu antipédagogique parce que beaucoup d'autres outils sont calqués aussi sur cette période de référence-là. Et du coup, on a vraiment voulu garder cette cohérence. On va avoir partout la même période de référence. Voilà. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire, d'ajouter en plus dans l'outil
la référence 91-2020, qu'on voit déjà une partie des impacts issus du réchauffement entre 76-2005 et 91-2020. Ok, je vais récupérer le PowerPoint si c'est possible. Hop, mince, je l'ai mis à partir du début. Bon. Pour vous présenter nos prochains webinaires qui auront lieu à partir du mois prochain. Hop, je mets ça. Voilà. Donc, il nous restera 4 prochains webinaires. Le prochain aura lieu le vendredi 4 juillet sur les mêmes horaires, donc de 10h à 11h. La thématique, c'est donc les pièges du terrain, prévenir des dangers. Nous avons la chance de recevoir Léna Valianu de l'AFPCNT, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Elle va venir nous parler culture du risque. Donc voilà. Le suivant sera à la rentrée en septembre, le jeudi 18 septembre. La thématique le coupable invisible, se protéger des catastrophes. Et là, nous accueillerons la CCR, la Caisse centrale de réassurance, et Michael Gonzva, qui travaille à la CCR. Il va nous parler assurantiel, réassurance et régime catastrophe naturelle CatNat. Ensuite, en octobre, le 9 octobre, nous accueillerons mes collègues de l'ALEC qui sont conseillers en énergie partagée. On va parler bâti, confort d'été et adaptation au changement climatique sur le bâtiment. Et pour finir, le 13 novembre, nous accueillerons Olivier Erard qui travaille, parce qu'il n'y travaille plus, sur la commune de Métabier dans le Doubs. Et lui, il a réussi un acte de résilience sur sa commune qui était de faire d'une station de sport d'hiver une station de montagne. Voilà, il en parlera. C'est un homme passionnant. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Pour vous inscrire, j'ai créé un lien sur le site de l'ALEC dans la rubrique Actualité. Et c'est pareil, ce sera comme ici. Il faudra juste rentrer votre adresse mail et vous serez inscrit d'office. Donc, on va vous remettre le lien sur le chat pour vous inscrire au prochain webinaire. Sinon, on met les actualités sur notre page LinkedIn notamment. Est-ce qu'il y a de dernières questions? Ah, j'ai pas vu les questions dans le chat. Il y en a une sur les orages. Donc il y a deux choses peut-être pour répondre à cette question. La première, c'est pour les projections des pluies extrêmes orageuses. C'est quelque chose qui est pour l'instant pas pris en compte en tant que tel dans les modélisations climatiques, les phénomènes convectifs, donc associés à des orages, pour plein de raisons, mais notamment que souvent c'est des phénomènes assez localisés sur quelques kilomètres carrés. Et pour l'instant, on a des modèles avec des mailles plus grosses, et donc les modèles, les convections, donc les orages, ne sont pas modélisés explicitement. Donc s'y conduit à une très probable sous-estimation de la hausse de l'intensité des pluies orageuses en été, ou des pluies extrêmes en été. Donc ça, c'est pour la partie vraiment précipitation orageuse. Pour la partie évolution des foudroiements, évolution des orages, là, c'est un sujet qu'on a essayé de creuser avec une entreprise issue de Météo France qui a les données sur les orages, et ça a été très long et assez fastidieux. On n'a pas forcément eu de conclusion de leur part. Enfin, ils n'avaient pas forcément le temps ni les moyens de répondre à nos questions. Donc là, juste, on ne sait pas parce qu'on n'a pas eu les moyens de répondre à cette question. Voilà. Sur vraiment là, les foudroiements et les localisations des orages, et voir s'il y avait une évolution dans le temps des foudroiements, du nombre d'orages ou de leur localisation. Là, vraiment, c'est un vrai on ne sait pas. On n'a pas pu avoir ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? On va vous partager là le lien des prochains webinaires pour vous y inscrire. N'hésitez pas, j'ai mis mes contacts. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin. Ah, super, merci Lise.
Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir se quitter là, en vous souhaitant une bonne journée, en espérant que vous allez réussir à profiter quand même du beau temps, sans trop angoisser. Et oui, n'hésitez pas à partager autour de vous pour avoir davantage d'auditoire une prochaine fois. Merci infiniment, Pierre. De C'était rien, merci à très toi. Je t'ai intéressant de envoyé les slides. t'avoir. Super, bon, merci. Bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt. Au Au revoir. revoir.